Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. J'allais dire ce matin, mais mon horaire est un petit peu en décalé, même si je ne vis pas de décalage horaire, moi, pour ma part. Je suis à Montréal, donc pas de décalage horaire. Mais très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de former les cyber-talents de demain. Et on va aborder plusieurs axes, plusieurs pistes de réflexion en lien avec tout ça. On va avoir un angle éducation, c'est pour ça qu'on a 3 personnes avec nous actuellement. On va avoir un volet éducation. On va avoir en fait un panel qui va être splitté en 2 fois 30 minutes parce qu'on a tellement de choses à vous dire et tellement de personnes différentes ont des choses à vous dire avec des angles différents qu'on aura donc 2 fois 30 minutes avec nos premiers panélistes et un deuxième volet qui sera plus un volet diversité et inclusion pour un deuxième 30 minutes. Normalement, les maths 30 plus 30, 60 minutes. On est d'accord. On veut donner envie à différents types de profils. On veut amener un peu de diversité dans tout ça. Donc, je dis un peu les mêmes mots-clés. Je veux vous partager ma propre expérience en termes d'introduction et on va vite rentrer dans le vif du sujet ensuite. Je suis criminologue, donc Emeline Manson. Je suis criminologue de formation et j'ai plusieurs chapeaux aujourd'hui. Je donne de la formation en entreprise sur la sensibilisation cybersécurité. Je suis aussi chargée de cours à Polytechnique en cyberenquête, cyberfraude. Et j'ai tellement d'étudiants, étudiantes qui viennent me voir, qui me disent « Emeline, j'ai commencé le certificat en cyberenquête, mais je ne sais pas si c'est pour moi parce que je n'ai pas de profil technique. » Je viens pas d'un bagage technique, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Je dis, mais oui, on a tellement besoin de profils différents, divers, et je suis un exemple indirectement en disant, on peut sortir d'un baccalauréat en criminologie, aller se chercher une petite spécialisation en cyber, et ben voilà, la magie, la cyber fait partie de nos vies à présent. Donc sans plus tarder, je vais vous demander, messieurs, de vous présenter à tour de rôle, et je vais avoir aussi une petite question crunchy pour nos invités, à savoir, quand vous étiez enfant, quel métier vouliez-vous faire à ce moment-là? Adèle, je te laisse la parole. Merci Emeline, bonjour tout le monde. Très honnêtement, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas du tout, mais il y a quelques années, ma mère m'a dit que mon père rêvait que je devienne pilote d'avion. Je ne suis jamais allé dans ce secteur-là. Je suis linguiste de formation, mais j'ai tellement voyagé dans le monde que j'ai dit un jour à ma mère, je voyage comme un pilote, mais j'ai mon pilote privé. Je suis vice-recteur à l'Université du Québec en Outaouais. Merci beaucoup. Jean-Noël. Alors, je serais tenté de répondre comme vous, mais moi j'aimais le sport. Voilà, donc j'aimais la lecture et le sport. Donc, en fait, j'aurais rêvé d'être un champion de funboard. Donc aujourd'hui, j'ai gardé le plaisir, en dehors du travail et de la famille, d'aller faire pratiquer des sports de glisse, du kitesurf, du snowboard en montagne, et de continuer à faire de la planche à voile, particulièrement quand le temps est un peu couvert et qu'on voit un rayon de soleil qui passe et que vous êtes là en train de profiter de... Voilà, j'aime la nature. Voilà. Et donc je suis entrepreneur et dans la cybersécurité, créé une société qui s'appelle Walix Group, et d'origine française, et maintenant installée y compris ici. Et parallèlement à ça, j'ai créé un groupement d'entreprises qui s'appelle Exatrust, où nous sommes 90 entreprises de la cybersécurité, du cloud de confiance, qui veulent redessiner un numérique de confiance. Merci. Merci du partage également. Moi, quand j'étais petit, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais je voyais souvent mon père qui me disait qu'un jour il écrirait un livre. Et puis mon père est mort il y a quelques années sans avoir écrit de livre. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'en écrire un. Que vous voyez ici. Je promets à la personne qui posera la question la plus intelligente tout à l'heure de lui offrir ce dernier exemplaire dédicacé. Je m'appelle Philippe Devost, je dirige une grande école d'ingénieurs en computer science en France qui s'appelle l'EPITA. Je la dirige depuis à peine plus d'1 an. Je ne connais rien au monde de l'enseignement supérieur, donc d'une certaine manière, moi aussi, je suis retourné à l'école. Ce que je sais en revanche, c'est que l'EPITA est une école qui est très réputée, notamment pour la formation de ses diplômés en cybersécurité, qui travaillent à l'ANSSI, à Comcyber, dans toutes les agences françaises dont le nom est connu ou moins connu. Et on a cette capacité à amplifier leurs talents. Pour autant, faut-il qu'il y ait des talents qui entrent, et je crois que c'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui.
Tellement, merci. Merci d'avoir accepté ma petite question. Puis les autres, préparez-vous parce qu'on va avoir la même question tantôt. Moi, je peux partager. Je ne vais pas partager tout de suite ma réponse. Je vais la garder pour tout à l'heure pour laisser un petit peu de suspense ou de suspense, dépendamment. Ma première question. On est donc dans un volet plus jeunesse, dans un volet plus éducation et on cherche des pistes de solutions ensemble et en tout cas des pistes de réflexion. Ma première question est comment amener la jeunesse en cybersécurité? Comment faire pour rendre ça un petit peu plus attractif le plus tôt possible? Et j'aurais envie de recommencer avec toi, Philippe. C'est une question qui est difficile parce que c'est une question qui est très marquée par toute une série de stéréotypes. La première chose, c'est qu'on se prive actuellement en cybersécurité d'à peu près la moitié de l'humanité, puisque l'illustration, la représentation symbolique du hacker, c'est un jeune, plutôt un garçon avec un sweat à capuche, et que c'est pas ça qui va décider des jeunes filles à s'engager dans ce domaine, alors qu'elles sont absolument essentielles, non seulement parce qu'en général, moi je l'observe à l'école, elles sont meilleures que les garçons, mais ça vous le répétez pas, mais aussi parce que comment voulez-vous prétendre aujourd'hui résoudre des problèmes qui concernent et qui touchent l'ensemble, je dis bien l'ensemble de l'humanité, en ne mobilisant qu'une des moitiés de cette humanité. Notamment quand on sait que les enjeux de cyber vont de plus en plus devenir des enjeux d'ingénierie sociale, des enjeux qui vont mobiliser d'autres compétences que purement la capacité à développer des logiciels, et sachant que même dans ce domaine-là, nos étudiantes sont extrêmement brillantes. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. J'aime pas le mot déconstruction, mais il y a quelque chose de ça, un vrai sujet d'ouvrir la perception de ces métiers, de manifester à nouveau le fait que, un, ils ont du sens, deux, qu'ils sont au service de collectivités entières, trois, qu'ils ne concernent pas uniquement la production de code ou l'analyse de code, même si c'est le cœur du sujet, et qu'encore une fois, c'est des métiers, et j'ajoute un dernier point, parce que ça, nos étudiants, ils sont très très sensibles à l'EPITA. C'est des métiers dans lesquels, par définition, vous êtes en permanence confrontés à de la nouveauté et à des choses difficiles. Et ce que les épitéens adorent, c'est quand on leur demande de faire des choses qu'ils n'ont pas déjà faites, parce que ça les ennuie. Et s'ils les considèrent comme étant trop faciles, ça les ennuie aussi. Merci. Effectivement, une piste déjà. Adèle? Mais moi, je vais dire qu'avec la cybersécurité, surtout si on prend la cybersécurité au sens le plus large possible, donc non technique, j'y vois une opportunité dans le fond pour amener les jeunes, les moins jeunes, les filles dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, on parle de technologie, mais ce n'est pas seulement la technologie. La psychologie, c'est aussi utile dans la cybersécurité, l'éducation, la familiarisation des jeunes. Puis je dirais que même nos établissements, nos institutions d'éducation sont en retard comparativement aux jeunes. On parle de jeunes qui ont aujourd'hui, 8-10 ans, ils vont aller à l'université dans 5 à 10 ans. Ben, c'est les gens qui sont nés avec les technologies, qui savent c'est quoi l'accès. Le problème, c'est que pour eux, c'est juste normal. Donc, comment maintenant les familiariser, les initier aux risques qu'ils courent, mais aussi à leur rôle dans la prévention des problèmes de cybersécurité. Parce que quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je vais devenir banquier », ben, c'est parfait. Il y a des problèmes de cybersécurité dans les services financiers aussi. Voyez? Donc, c'est beaucoup plus l'ouverture de ces frontières-là et la préparation des universités et des écoles, pas seulement des jeunes. Eux, ils sont prêts. Merci, merci beaucoup. Jean-Noël, même question. Alors, la cybersécurité, c'est encore quelque chose qui est assez pointu. Donc moi, je ne le vois pas comme étant un sujet masculin ou féminin. Je pense qu'en revanche, c'est un sujet humain, ça c'est sûr. Et ensuite, donc c'est un sujet pointu qui est en phase de démocratisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le numérique demain, il sera plus sécurisé pour tous. C'est-à-dire, le numérique sera plus résilient, d'une part, et ensuite, le numérique, il sera, je l'espère, en tous les cas, plus respectueux des données personnelles, industrielles de chacun. Et donc, il se trouve qu'en France, on a étudié le sujet au niveau de la filière. Donc moi, je suis impliqué en tant que pilote d'un projet entre des industriels, petits, grands, des académiques,
des représentants de l'État, de différents ministères, de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, ministère de l'économie, ministère des armées, ministère de l'Intérieur, et on essaye de définir ce que sont les contours d'une filière de cybersécurité, et dans laquelle on a 5 grands axes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le premier axe, c'est effectivement la formation, la sensibilisation, et c'est comment on fait pour résoudre un problème assez simple, a priori, qui est la pénurie, d'une manière générale. Il se trouve que on a besoin, dans le monde aujourd'hui, de 3 700 000 personnes dans le domaine de la cybersécurité. Et je pense que si on poursuit au-delà de notre propre filière d'experts, c'est dans toutes les entreprises ceux qui vont faire en sorte que le numérique soit plus sécurisé. Et donc, on pense qu'il y a différentes choses à définir, raccourcir, rendre effectivement nos métiers plus attractifs, faire en sorte qu'on aille raccourcir les formations pour ne pas aller chercher systématiquement des ingénieurs ou des data scientists, mais pour aller chercher des gens qui sont formés de manière plus opérationnelle en étant sensibilisés au risque cyber, très tôt. Et ensuite, il y a un sujet qui est de rendre tout simplement la cybersécurité plus grand public. Parce qu'effectivement, la cybersécurité, c'est aussi une manière de donner du sens au numérique. Et ça, je pense que le sens dans son travail, ou l'utilité qu'on peut avoir quand on travaille, c'est quelque chose qui peut attirer énormément de talents dans notre filière. Oui, je pense que la cybersécurité redonne du sens au numérique et à la façon dont on va utiliser le numérique dans notre vie de tous les jours. Et que c'est notre travail, d'une certaine façon, de rendre la thématique un petit peu plus sexy, un petit peu plus accessible pour ces futurs talents, d'un côté. Et je vais arriver avec une autre question, justement, et ça va pouvoir enrichir dans cette direction-là, de rendre ça donc plus accessible, plus sexy, oui. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question légitimement à savoir, et ça va exactement dans cette direction-là, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des experts et des expertises différentes au sein de la cybersécurité? Vous le disiez, Adèle, que justement, que ce soit dans le domaine bancaire, on a besoin de cybersécurité, que ce soit on parlait tout à l'heure au niveau psychosocial, on a besoin la cybersécurité est partout autour de nous parce que le numérique est partout autour de nous aussi. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des experts et comment arriver à justement se détacher du côté technique? C'est souvent ça, on pense cybersécurité, on pense à l'aspect technique, technologique et on oublie plein d'autres choses. Donc, je vous renvoie la balle par rapport à cette question-là, à savoir, Adèle, dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des expertises différentes dans ce domaine fascinant? Écoute, quand vous venez de dire, le numérique est partout. Et le numérique a besoin d'être sécurisé aujourd'hui. Au milieu des années 90, j'ai commencé à travailler sur le déploiement de l'Internet, puis on expliquait aux gens qu'il fallait utiliser Internet. Et je me souviens d'une blague d'un jeune qui disait « Personne ne m'a expliqué comment utiliser le frigo à la maison, je l'utilise ». Aujourd'hui, on est avec des jeunes qui sont exactement dans la même situation. On n'a pas besoin de leur expliquer comment utiliser l'ordinateur ou le téléphone mobile. Par contre, on a besoin de leur expliquer que cette utilisation-là comporte un certain risque, parce que la même technologie qu'on utilise pour accéder, par exemple, à l'école, est aussi utilisée par le cyberagresseur. C'est exactement la même technologie. Donc, comment expliquer aux gens que l'outil qui est bon est aussi utilisé pour faire des mauvaises choses. Même cette notion de bon et mauvais, parfois, n'est pas nécessairement assimilée. Donc, on a besoin des gens qui viennent de plusieurs domaines, domaines d'expertise et d'expérience pour justement qu'ils soient capables de l'expliquer. Je donnais tout à l'heure l'exemple des éducateurs. On a aujourd'hui des éducateurs spécialisés dans les écoles, mais on peut très bien imaginer aussi des éducateurs dans les écoles dont le métier c'est de sensibiliser les jeunes aux risques, mais aussi au potentiel, aux opportunités, aux métiers d'avenir. À l'Université du Québec, en Outaouais, on est très fort dans le domaine de cyberpsychologie. Donc, c'est des psychologues cliniciens qui utilisent aussi le cyberespace, pour justement traiter des cas, mais aussi pour identifier, pour profiler, pour aider les autorités. Et ce n'est pas des techniciens. C'est des psychologues. Aujourd'hui aussi, on a des métiers comme le métier d'avocat.
l'avocat doit aussi être au courant des lois qui tournent autour de la cybersécurité, des droits, de la vie privée, du danger, ainsi de suite. Puis la même chose du commerce électronique, la même chose de la santé. Avant la pandémie, beaucoup de médecins hésitaient à faire de la télésanté ou télémédecine. Ben aujourd'hui, si vous allez dans une clinique, le médecin va vous dire « je vais vous voir sur Teams ou sur Zoom ». OK, qu'est-ce que je peux exposer sur Teams et sur Zoom et comment avoir des experts ou des gens qui savent justement comment ça fonctionne. Donc, la cybersécurité, en résumé, je dirais, c'est multidisciplinaire. C'est partout. Donc, on a tous la responsabilité, quelle que soit notre spécialité, d'être conscient et éventuellement d'apporter notre expertise et notre contribution au domaine. On peut tous être ambassadeurs, ambassadrices à notre niveau, finalement, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes peut-être dans des domaines techniques, d'autres non, mais d'être des ambassadeurs, finalement. Je dirais même des collaborateurs, des Oui. contributeurs, pas seulement des ambassadeurs. Parce que si je suis avocat et quelqu'un me pose des questions sur ses droits dans le cyberespace et je lui dis « je ne sais pas », ben, il y a un avocat qui va être spécialisé et qui va le savoir. Voyez? Et donc, je dirais que ça ouvre aujourd'hui la porte à un renouvellement de certains métiers. 100%. Jean-Noël, je vois l'approbation. Je passe la POC, comme on dit en bon québécois. Très bien. Effectivement, enfin, moi j'aime bien aussi l'idée de transmetteur. En fait, en réalité, on dit très souvent que l'un des problèmes qu'on a en cybersécurité, c'est d'en faire justement quelque chose qui reste dans la sphère des spécialistes. Alors c'est vrai que la cyberdéfense en tant que telle, c'est un métier de spécialiste, ça fait appel à de l'ingénierie assez forte, donc il faut faire des études d'ingénieur assez poussées très souvent pour aller mettre en place des systèmes très perfectionnés. Et puis après, il y a tout un tas d'autres métiers qui vont être liés à ce que l'on peut faire en cybersécurité ou alors dans lesquels la cybersécurité va donner une valeur ajoutée particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cybersécurité, c'est ce qui va permettre finalement la transformation digitale. La transformation numérique, elle a besoin de pouvoir garantir l'équité, l'accès à tous du numérique. Donc, ça veut dire que si je veux transformer mon organisation, dans le domaine de la banque, des transports, on l'a vu là tout de suite là, avec la petite vidéo, il va y avoir un travail dans lequel la notion de sécurité va faire partie intégrante de la qualité du service. Donc je pense que cette démocratisation, si je puis dire, nécessaire du numérique est rendue possible par la capacité à rendre le numérique plus responsable, plus durable, et en cela, on a besoin de tous. Voilà. Et donc, je pense qu'on on a besoin de faire en sorte, pour avoir aussi une société plus résiliente, on a besoin de faire en sorte que les gens, très tôt, le plus tôt possible, dès l'école, aient appris les réflexes d'hygiène numérique. Comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on fabrique un mot de passe, comment on fait en sorte d'utiliser son téléphone ou de ne pas l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire de partager ces données ou de donner ces données, si je puis dire, à ceux qui font du commerce des données. Donc il y a tout un tas de choses qui vont venir, qui vont permettre à cette société d'être plus résiliente et plus efficace, et plus équitable, si on est formé plus tôt à ces métiers. Voilà. Donc pour nous, c'est très important d'aller dès l'école, enseigner les vertus du numérique, de l'innovation numérique et du risque cyber, si je puis dire, et ça va appeler des vocations vers ces métiers, parce que quand vous allez dans une école, par exemple, vous allez voir des adolescents au collège et vous allez leur parler des métiers du numérique ou de la cybersécurité. On parlait tout à l'heure, tu disais qu'on se privait de la moitié de l'humanité. Bah, moi, quand je suis allé dans l'école de mes enfants pour parler de ces métiers-là, il n'y avait pas d'hommes et il n'y avait pas de femmes. Il y avait des adolescents intéressés par ces métiers-là. Et je pense que c'est en allant chercher très tôt, et les pays dans lesquels on est très performant, par exemple, où on a des hackers très performants, où on a une forme
d'usage des réseaux débridés, avec beaucoup de hackers, ce sont des pays dans lesquels on apprend très très tôt ces métiers du numérique. Une expression que tu as utilisée et que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas encore très à la mode ici non plus, c'est l'hygiène numérique. J'aime ce terme, hygiène numérique. Mais voilà, c'est pas encore très très sexy, donc tranquillement, on va dans cette direction. Pour terminer, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir plusieurs expertises dans le domaine de la cyber? Oui, il me semble que je prendrais la question sous l'angle du temps et du rythme. Mais je voudrais revenir auparavant sur ce que tu viens de dire. Là, tu viens de parler d'hygiène numérique. Pour moi, l'hygiène numérique, c'est juste du bon sens. C'est de l'hygiène tout court. Et c'est, pour moi, l'enjeu d'une formation beaucoup plus généraliste à ce monde technologique, formation qui n'a pas, en gros, qui n'a pas été faite. On a laissé les jeunes apprendre à se servir des outils en s'émerveillant du fait qu'un gamin de 3 ans était capable de naviguer sur YouTube en se disant qu'est-ce qu'il est doué, surtout si je ne veux pas être en retard sur le plan éducatif, il faut continuer. Sauf qu'on ne lui a pas expliqué ce qu'il y avait derrière l'écran de verre, et on ne lui a pas expliqué parce que nous-mêmes on ne le comprenait pas. Et d'une certaine manière, là où on est un peu complice en tant que parents, c'est qu'on n'a pas voulu comprendre. On n'a pas voulu comprendre parce que c'était des questions compliquées, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça ne s'explique pas. Et moi, ça c'est mon premier point très en amont. Je sais que je ne réponds pas à la question, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'on a un enjeu fondamental d'enseigner les humanités numériques, d'enseigner... Et les humanités, c'est quoi? C'est la combinaison de 3 disciplines qu'il ne faut jamais, jamais séparer, qui sont les sciences, parce que sans background scientifique, on ne comprend pas le sujet, qui sont la philosophie, parce que sans compréhension du réel, on ne sait pas de quoi on parle, et qui sont l'histoire. Parce que si on n'a pas le recul sur ce qui nous a conduit à ce point aujourd'hui, on n'a rien compris. Là où je parle du temps, c'est tout simple, c'est que Un peu moins le micro. Un peu plus loin? Non, peut-être juste en dessous. Bon. Allô? Bon. La très grande difficulté dans cette affaire, c'est qu'on a tous été rattrapés par la patrouille, les choses sont allées beaucoup plus vite. Ça n'est pas... Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ça date pas d'hier, le fait que les technologies soient duales et qu'elles puissent être utilisées pour le bien ou pour le mal. La très grande différence entre les technologies du passé et les technologies actuelles, c'est que les technologies actuelles sont gouvernées par des lois de puissance. Et que la puissance qui est à notre disposition n'a jamais été aussi phénoménale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est tous fait rattraper. Enfin, moi, j'étais sidéré par le chiffre que tu as évoqué tout à l'heure. On découvre, dans une très très grande naïveté, tous ensemble, ciel, il nous manque plus de 7 millions d'experts en cybersécurité dans le monde. 3,7 millions, c'est pas très grave, c'est pareil. Non mais, c'est pareil quand on considère qu'on se réveille aujourd'hui en disant, tiens, il manque 3 millions de profils. Et comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu venir? On n'a pas vu venir parce qu'on a nous aussi été rattrapés par ces phénomènes qui sont des phénomènes exponentiels. Et là, j'en viens à ma réponse. C'est que le vrai sujet, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est de former des différents niveaux d'expertise, mais sur différents horizons de temps. On va avoir besoin d'ingénieurs de très très haut niveau parce qu'on a en face de nous des organisations qui ne sont pas des États, mais qui pour certaines ont des moyens financiers qui sont les moyens des États en termes de capacité et de mobilisation. On va avoir besoin de hackers très pointus. Un hacker très pointu, ça ne se forme pas comme ça. Il faut des années pour arriver à avoir un très bon ingénieur en cybersécurité. Je parle d'ingénieur. Maintenant, si vous voulez avoir des experts, on peut former des bachelors. On a commencé à le faire à l'EPITA. Mais un bachelor, vous l'amenez à son grade de bachelor en 3 ans. Et donc, vous avez en fait toute la cascade de formation qui commence par ce qu'on évoquait, la sensibilisation à l'usage, mais qui est plus de l'ordre de la protection que de la défense. C'est comment je me protège pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Mais on voit très bien que l'enjeu de la cyber, c'est aussi l'enjeu de comment je me prépare à me défendre si jamais, parce que je ne suis pas assez protégé, j'ai des problèmes. Et donc, il faut qu'on prenne simultanément l'ensemble de la jeunesse à laquelle on s'adresse, y compris en reskilling et en upskilling dans les entreprises, parce que les enjeux de formation à la cyber en formation continue, en executive education sont fondamentaux, jusqu'au CEO, parce qu'un CEO qui n'a pas été préparé aux enjeux fondamentaux de la cybersécurité est un CEO qui prendra de mauvaises décisions ou qui écoutera son CFO alors qu'il aurait dû écouter son CTO. Et c'est ce qui fera la différence entre une entreprise qui tombe et une entreprise qui reste debout.
Et donc, encore une fois, la réponse, c'est comment former les différents expertises? C'est 1 partout, 2 en même temps, et 3 en fonction de chaque classe d'âge et de chaque degré de réponse et d'expertise qu'on a besoin de former. Pardon si j'ai été long, mais je pense que c'est un point qui est clé. Mais chaque point était hyper intéressant, puis c'est très imagé. Moi, je suis quelqu'un de très visuel dans la vie, puis tu as réussi à mettre des images dans ma tête, donc j'espère que c'est la même chose pour vous aussi, d'avoir justement ces images et ces étapes finalement. J'arrive à une autre question, vous vous en doutez. Au niveau des établissements et d'éducation, quels sont les défis, quels sont les enjeux que peuvent rencontrer ces écoles, que peuvent rencontrer ces établissements d'enseignement, des enseignements de recherche? Quels sont les défis à leur niveau? Parce qu'on a dit que les jeunes étaient peut-être prêts, mais c'est peut-être au niveau de ces organisations-là que c'est plus compliqué. Jean-Noël, je te laisse débuter. Nous, au niveau de, là, si je reviens aux travaux de la filière, comment créer une filière de cybersécurité, on s'est dit qu'il fallait raccourcir effectivement l'enseignement et permettre l'accès plutôt à des formations au numérique et à la cybersécurité. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans un monde comme tu viens de le décrire, Philippe, il n'est pas normal qu'on doive arriver en dernière année d'école d'ingénieur pour se voir proposer une spécialisation en cybersécurité. Je veux dire, moi, j'ai fait du latin quand j'étais au collège. Mon fils fait du latin au collège, il ne peut pas faire de numérique au collège. C'est quand même ahurissant au XXIe siècle. Donc il y a un vrai sujet, une mobilisation qui se fait, par exemple en France, au niveau de l'éducation nationale. Et par exemple, nous avons réussi, en tant que comité filière, en rencontrant l'éducation nationale, en leur suggérant de déclencher, si je puis dire, quelque chose au niveau global, de l'enseignement au niveau global, à faire en sorte qu'il y ait maintenant un référent éducation nationale en cybersécurité et qu'il y ait donc un travail sur la capacité à accéder plutôt à des enseignements au numérique et à la cybersécurité. Et ensuite, on a un deuxième sujet au niveau de la filière, c'est faire en sorte que au niveau des formations post-bac, la création de ce qu'on appelle les BUT, les Bachelor University of Technology, faire en sorte d'avoir des formations Bac+2, Bac+3 plus courtes pour qu'on ait accès à des métiers qui sont tout aussi importants dans la cybersécurité que le métier d'ingénieur. Un opérateur en cybersécurité, quelqu'un qui fait de la gestion de crise, de l'enseignement, quelqu'un qui fait de la formation d'une manière générale, quelqu'un qui va pouvoir intervenir pour les gestes d'hygiène ou mettre en œuvre tout simplement dans d'autres métiers la pratique du numérique de confiance. Enfin bref, on a fait des actions, on fait des actions au niveau Bac+2, Bac+3. On a travaillé notamment avec l'EPITA, dès l'ouverture du campus cyber, pour faire en sorte que nous, on réunit 90 entreprises, start-up, PME, ETI, dans le domaine de la cybersécurité, que nos ingénieurs, les gens dans nos organisations puissent se mobiliser pour apporter du renfort, si je puis dire, aux écoles ou aux formations, pour faire en sorte qu'on puisse former à ces métiers qui nous serviront à nous, mais qui serviront aussi aux entreprises qui ont besoin de ces compétences chez eux. Donc voilà des exemples assez concrets de choses qu'on essaye de mettre en place pour amener plus rapidement des apprentis ou des nouveaux métiers. Défis, mais solutions aussi. C'est très important. Là, il faut être très pragmatique. La tâche est immense, donc il faut être pragmatique, il faut des résultats rapides. Oui, et on a besoin de vous, ça c'est clair. Adèle, on t'écoute. À cet égard, je pense que les défis que nous rencontrons dans l'enseignement, on devrait les regarder sur le court terme, le très court terme, puis le long terme aussi. Sur le très court terme, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins du marché, des employeurs, de la société. Et c'est dommage qu'on n'était pas préparé. Je veux dire, c'est comme si la cybersécurité tombe du ciel, alors qu'on est en train de bâtir la société numérique depuis des dizaines d'années, sinon quelques dizaines d'années. Donc, c'est de répondre aux besoins
immédiat. Dans beaucoup d'universités et de collèges au Québec, on a créé des programmes de formation courts, des certificats. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans pour avoir ton bac, ta licence pour devenir expert. Tu peux prendre des cours après les cumuler. C'est des solutions sur le court terme. Il y a de la formation continue, ainsi de suite. Il y a de la sensibilisation, la familiarisation avec les métiers, avec les besoins, ainsi de suite. Sur le long terme, je pense que nous avons le défi de bâtir des programmes adaptés et qui prévoient le futur. Pas attendre une autre crise pour après dire « Ah, on a besoin d'1 million d'experts ». Ce serait comme trop tard, parce que dans le futur très proche, probablement, je ne sais pas, je vais spéculer, il se peut qu'on n'ait plus besoin d'ingénieurs en cybersécurité parce qu'il va y avoir des intelligences artificielles qui programment la cybersécurité pour nous. On a des voitures aujourd'hui qui communiquent, on a des voitures qui communiquent entre elles. Ben, peut-être qu'un jour, les voitures vont être en mesure de résoudre le problème de circulation. C'est de la spéculation, n'est-ce pas? Vous allez me dire, il y a toujours besoin d'un être humain. C'est vrai, mais peut-être que cet être humain va aussi être aidé par des algorithmes. C'est de la réalité, ce que je suis en train de vous dire. Votre réseau d'électricité, votre réseau de télécommunications à la maison est géré comme ça. Hein? Ce n'est pas vous qui gérez votre réseau d'électricité. Et donc, la question pour moi, comme universitaire maintenant, c'est comment je prépare les gens qui viennent chez nous maintenant et dans 3-4 ans pour les défis qui vont arriver dans 6 ans, dans 10 ans, et comment l'intelligence artificielle, avec la psychologie, avec l'éducation, avec l'histoire, les mathématiques, la philosophie, hein, l'éthique et la philosophie est fondamentale dans l'intelligence artificielle, comment tous ces mécanismes-là, toutes ces disciplines peuvent m'aider justement à m'assurer de la sécurité du cyberespace qu'on a créé, mais c'est qui est un espace réel. C'est le monde dans lequel on vit, ce n'est pas de la science-fiction. Merci sincèrement pour l'ajout. Philippe, pour conclure. Moi, je vais rebondir rapidement sur ce que disait Jean-Noël, sur l'importance de former les conseillers pédagogiques dans les écoles, dans les lycées, qu'ils arrêtent, qu'ils envisagent d'embrasser ces carrières comme étant des carrières intéressantes et intéressantes pour toutes et tous. Trop souvent encore, en tout cas en France, les conseillers pédagogiques ne sont pas nécessairement formés par des professionnels. Donc ça, c'est un sujet important. Moi, j'en vois un autre, également évoqué par Jean-Noël, qui parlait du campus cyber, dont l'EPITA est, je crois, la seule école qui soit un des membres fondateurs, avec de nombreuses autres entreprises, publiques et privées. C'est l'enjeu de la pratique. L'enjeu de la pratique par la mise en situation en entreprise, mais également par la pratique du développement concret. La cybersécurité, ça ne peut pas être que théorique, loin de là. Le fait qu'au campus cyber, nos étudiants en bachelor soient une portée d'ascenseur de toutes les entreprises qui pourront leur proposer des projets, ça c'est fondamental, le fait d'avoir appris à faire. Et je terminerai par ce qui est à mes yeux la plus grande de mes responsabilités, c'est de former des diplômés, de préparer des diplômés qui soient autonomes, je dis bien autonomes, pendant toute leur vie professionnelle. Et autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront capables de détecter, au moment où ça se produit, quelles sont les technologies qu'ils n'ont plus envie ou qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser, d'avoir cette capacité à ce moment-là de choisir vers quoi ils vont switcher et d'être capable de faire le switch. Je vais reprendre des analogies, puisque tu aimes bien les analogies visuelles. Il y a ceux qui jouent au Lego et qui font le modèle qui est sur la boîte. Il y a ceux qui jouent au Lego qui font ce qu'ils ont dans la tête. Il y a ceux qui jouent au Lego qui font ce qu'ils ont dans la tête en allant piquer la boîte d'Adèle et la boîte de Jean-Noël. Et puis il y a ceux, et on en a besoin, qui quand il leur manque une brique de Lego, par exemple parce que Lego a décidé qu'elle n'était plus nécessaire, vont la fabriquer. Et ça pour moi c'est l'autonomie. Et là où je serais en léger, pas dire désaccord, mais un tout petit peu, une approche un peu différente, c'est que pour être autonome, il faut que ceci est un socle de connaissances suffisamment robuste pour précisément savoir à quoi il joue et savoir de quoi sont constituées les briques avec lesquelles il joue. Et ça, moi, c'est ma responsabilité, puisqu'encore une fois, les étudiants qui me sont confiés, qui vont passer 3 ans pour les bachelors ou 5 ans pour le cycle ingénieur, derrière, je me sens quand même un peu impliqué dans la trajectoire professionnelle qui va être la leur. C'est eux qui vont la choisir, bien sûr, mais encore faut-il qu'ils aient les outils
et qui ne soient pas les simples paramétreurs de technologies inventées par d'autres, parce qu'à ce moment-là, là je vais couper le micro, ils se mettront en dépendance. Et je pense que justement la souveraineté, c'est la capacité à reconnaître à quel moment on risquerait de devenir dépendant et ce qu'il faut faire pour préserver son indépendance. Oui, juste je voulais donner un tout petit exemple, non mais encore une illustration, parce qu'on est dans le concret. On a créé par exemple aussi un master de cybersécurité souveraine avec l'ESIEA, qui est une autre école d'ingénieurs, mais c'est un master. Et ce master-là, quel master, dans quel domaine a-t-on la chance de pouvoir faire un master dans lequel on est plusieurs partenaires? On travaille avec le ministère de l'Intérieur, on travaille avec PwC, qui est une grande compagnie privée, et on travaille avec des éditeurs comme Walix, comme GetWatcher ou d'autres sociétés, des tech startups de la cyber. Eh bien, en fait, en 3 ans, vous allez passer dans chacune de ces organisations, c'est-à-dire qu'en 3 ans d'études, vous allez passer dans le privé, dans le public, dans des environnements très sensibles, dans des environnements de grandes entreprises ou de start-up. Et donc, vous allez sortir de là, vous allez pouvoir choisir un métier que vous avez vu dans différents aspects, et 2, la manière dont vous avez envie de l'exercer. C'est quand même fabuleux. Donc, c'est-à-dire que même dans l'enseignement aujourd'hui, pour aller être pragmatique dans le domaine de ce domaine du numérique et de la cyber, on peut inventer des formations magnifiques. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Merci beaucoup, messieurs. On a abordé un gros volet jeunesse, un gros volet éducation, des pistes, des défis, mais des pistes de solutions aussi. On va pouvoir passer à la suite. Est-ce que vous aviez un petit mot, si je vous laisse encore une petite minute, quelque chose que vous auriez tellement voulu aborder et puis vous allez avoir le cœur brisé si ce n'est pas fait? Oui. Oui, j'ai oublié de mentionner un point qui est, à mon avis, fondamental dans la formation et dans tous les organismes de formation que vous représentez ou dans lesquels vous travaillez, c'est qu'il faut être capable, il est essentiel de respecter l'ADN de l'école que vous rejoignez. Moi, j'ai encore une fois ce handicap énorme d'avoir repris la tête d'une école qui a été dirigée pendant 25 ans par mon prédécesseur. Et donc, il était important pour moi d'en comprendre l'ADN. Et cet ADN, tel que je l'ai découvert, il repose sur une combinaison singulière de 3 caractéristiques qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. La première, c'est la recherche permanente de l'excellence. Encore une fois, les étudiants de l'EPITA, si vous leur proposez de faire un truc qu'ils jugent facile, ça ne les intéresse pas. Ils aiment être défiés. La deuxième, c'est l'agilité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter au contexte, qui est quand même quelque chose d'absolument fondamental quand on parle de cybersécurité. Et la troisième, qui fait tout le plaisir de diriger cette école, c'est une petite dose d'impertinence et de capacité à remettre en cause le statu quo, sachant que si vous enlevez l'un des 3, ça ne marche plus, parce que soit vous avez une école qui est sans saveur, soit vous avez des étudiants qui méritent uniquement une paire de claques, parce que quand vous êtes uniquement impertinent et que vous n'avez pas la compétence et la capacité d'adaptation, ça ne marche pas. Et ça, je pense que c'est chaque école a son dosage, a sa couleur. Et pour revenir à la question de la diversité tout à l'heure, je pense qu'en cybersécurité, on a besoin absolument de toutes les saveurs, de tous les tempéraments, précisément parce que le monde qui est menacé aujourd'hui est constitué de tous ces tempéraments-là. Merci. On va passer à la suite. Je vous remercie sincèrement tous les 3. Peut-être que je vous ferai remonter sur la scène tantôt, si vous êtes sages. Merci. Et je vais accueillir nos 3 prochains panélistes. On disait qu'on va continuer, ce n'est pas fini, je reste avec vous. On va parler plus de diversité, on va parler d'inclusion également. Et j'ai l'honneur et le privilège d'avoir 3 autres panélistes de très grande qualité. Je vais appeler Gabriel, Fatia et Karim, si vous voulez vous joindre à moi, s'il vous plaît. Et préparez-vous pour ma petite question. Bon, heureusement, Gabriel et moi, on a mis de la couleur parce que vous êtes tous les deux très, très corpos. Très cyber. Merci d'être avec nous. J'espère que je vous ai vu quand même du coin de l'œil, vous étiez là, donc vous avez absorbé aussi tout ce beau contenu qu'on a pu avoir silencieux. Jusqu'à maintenant. Comment? Très silencieusement. Oui, j'espère, parce que sinon ça nous déconcentre.
Donc, on va rentrer dans cette thématique un peu plus diversité, inclusion. Et comme le groupe d'avant a été un petit peu le cobaye, justement, j'avais une question piège, entre guillemets, et je vais pouvoir donner ma réponse aussi. Je sais que vous avez tellement hâte d'avoir ma réponse. À savoir, de se présenter, une petite minute pour vous présenter qui vous êtes, mais aussi répondre à la question. Quand vous étiez enfant, quel était le métier que vous vouliez faire? Et moi, ma réponse, c'est que j'ai longtemps voulu être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire, mais juste pour le bon côté. C'est-à-dire que quand j'ai appris que le vétérinaire, il tuait des animaux aussi, ou il réparait pas, mais il soignait des animaux malades qui étaient sur le bord de mourir, là, mon petit cœur n'a pas pu toffer, donc j'ai décidé d'aller dans une autre direction. Gabrielle, je te laisse la parole. Oui, moi je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Un peu plus proche. Est-ce qu'on m'entend là? Parfait. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Ce que je savais, c'est que mes parents travaillaient pour l'intérêt général et donc c'était quelque chose qui m'intéressait de travailler aussi pour l'intérêt général. Mais autrement, je suis pentesteuse, donc hacker, et donc voilà, c'est l'intérêt général aussi. Donc je suis ravie de cette issue. C'est très chouette. Karim, de ton côté? Je me rappelle plus de la question. Je me présente, c'est ça? C'est la question la plus simple. Je me présente d'abord ou je dois dire ce que je voulais faire quand j'étais petit? Ça, c'est comme tu veux, l'ordre que tu veux. Alors, je suis Karim Lamouri, le président et surtout le cofondateur, parce que on a beaucoup de copains, on est 500 dans une ONG qui s'appelle Hackers Without Borders, donc Hackers sans frontières, parce que je suis bilingue, je fais des traductions aussi. Et on est le premier collectif, donc c'est une véritable ONG, on a installé à Genève, en Suisse, et on n'a pas moins de 500 membres actifs, ça grossit au fur et à mesure qu'on avance. On existe depuis le mois de janvier de cette année, 2022, et on a des partenariats avec d'autres hackers éthiques, pour ne pas les citer, Yesouyak, c'est une communauté de 40 000 hackers éthiques. Donc voilà, je représente tout ce petit monde installé dans un peu plus de 80 pays. Voilà. Et tu n'as pas échappé à ma question. Quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi? Je suis comme le poisson Dory, je fais un tour de bocal et j'oublie et je repose la question. J'ai une mémoire épisodique, c'est une rame très courte. Je dois avoir 4 mégadrames pour ceux qui ont eu un Amstrad. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Moi, j'ai toujours rêvé d'être riche. C'est un métier, je pensais que c'était un métier. Alors j'ai dit à mes parents, quand on est riche, on peut avoir ça. Je dis, ouais, je vais être riche. Et du coup, j'ai merdé parce que je suis toujours pas riche, mais j'ai lâché l'affaire entre-temps parce que j'ai vu que j'étais pas super bon pour devenir riche. Donc j'ai fait tout l'inverse. En fait, je suis dans l'humanitaire et en plus, je suis même pas salarié de mon ONG. Mais riche, ça dépend. Riche de quoi? C'est pas nécessairement je vais être riche d'argent, mais ça peut être riche d'autre chose. Ah non, riche, c'est clair. I want to get rich. Money, it's all about money. Donc ouais, je le dis bien fort. Je suis proche du micro quand je le dis. Rich. Et en fait, on avance dans le temps et puis on se dit, bon, qu'est-ce qui me rend finalement heureux? Alors je suis vraiment riche parce que j'ai 3 beaux enfants, une épouse que j'adore, une famille, j'ai des gens que j'aime, donc je suis à ce niveau-là multimilliardaire. Voilà. Et j'ai réalisé mon rêve d'être heureux, quoi. Donc voilà, c'est ma profession. C'est un bon début. Merci en tout cas du partage et de mettre des sourires. Même si je ne vous ai pas regardé, je vous dis que quand vous souriez, je vous voyais plus. J'ai vu des super sourires. Ouais. Colgate. On a le droit de citer les marques ou pas? On va passer la POC à Fatia. Dis-nous tout. Très difficile de passer derrière Karim, qui a mis le feu. Pour répondre à la question, moi je voulais devenir pilote de ligne. Oui, du coup, mon rêve s'est détruit très rapidement parce qu'il faut avoir une bonne acuité visuelle et je souffre d'un astigmatisme assez fort. Donc, je suis devenue dirigeante d'un cabinet en cybersécurité et je suis également membre du conseil d'administration de Women for Cyber. Voilà. Merci. Donc, on se dit, côté diversité, côté inclusion, on va avoir 2 questions. Ça peut dire, oh, juste 2 questions. Non, mais ça va être des questions intenses et intéressantes. Donc, je commence avec ma première question. Et Gabrielle, tu vas avoir l'honneur de pouvoir y répondre en première. Pourquoi manque-t-on de diversité dans le domaine de la cyber? C'est une grosse question, par exemple, mais tu as de belles pistes à nous apporter. Oui, donc, comme on en a parlé un petit peu entre nous tout à l'heure, et c'est vrai que ce que je voulais apporter comme point, c'est que les femmes et les minorités n'ont pas forcément attendu d'avoir l'autorisation pour aller vers des métiers comme ça. Et c'est vrai que l'histoire est toujours écrite en fonction de ce qui a été interdit. Et c'est là qu'on peut d'ailleurs ouvrir le débat.
c'est-à-dire pourquoi les IT sont moins accueillants pour ces profils. Et donc historiquement, quand on a eu besoin de femmes ou de minorités, on a fait appel à eux. Et par exemple, je peux prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple l'équipe de Code Breaking de Alan Turing, et même la NASA, à cette période-là aussi, on a vu des femmes qui ont commencé aussi dans ces carrières-là et qui ont été aussi brillantes que les hommes. Mais malheureusement, après cette avancée d'inclusivité, ça a complètement disparu et puis l'IT c'est devenu un monde d'entre-soi, exclusivement masculin. Ce qu'on peut retenir, c'est assez douloureux, mais ce qu'on peut retenir, c'est que pour exclure, le fait d'appuyer sur les différences, ça a été vu comme quelque chose de différent et non pas quelque chose de dangereux, plutôt que de quelque chose à accueillir et à accepter, comme on a entendu tout à l'heure les personnes qui étaient juste avant nous sur le panel. Et donc voilà. Et d'ailleurs, pour en revenir à Enigma et à Alan Turing, Alan Turing s'est suicidé à cause de pression par rapport à son homosexualité. Donc là, on voit encore une fois que la différence c'était problématique. Là, j'ai parlé d'histoire, mais autrement, aujourd'hui, par rapport au Covid, on pourrait parler du fait que les femmes sont celles qui sont retournées à la maison, les statistiques le montrent, hein, et qui ont quitté leurs emplois. Et puis sinon, aussi on peut parler de l'Italie aujourd'hui, où avec les membres du pouvoir actuellement, la communauté LGBT ne se sent pas forcément en sécurité. Donc voilà. Pour finir, heureusement, je ne vais pas finir sur un mot positif quand même, j'ai pas voulu plomber l'ambiance, mais il y a une idée qui est quand même propagée, c'est que il y a quand même aujourd'hui, la différence est vue comme un atout, donc c'est vraiment important. On n'est toujours pas à l'idéal, mais on y arrive, et donc j'espère qu'on va y arriver avec la volonté de tous, et puis que pas seulement que de la part des femmes et des minorités, mais que aussi tout le monde va vouloir qu'il y ait ces profils-là. Et puis c'est vrai que la cybersécurité, c'est un sujet bien plus grand qu'une question de genre, de couleur ou d'origine. Et donc c'est un sujet de sécurité nationale et internationale, et ça concerne tout le monde. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Voilà. Totalement d'accord avec toi, puis merci pour les petits bouts de l'histoire où tu sais, nous ramener. Et puis c'était un point justement de Philippe juste avant, un des points, l'histoire primordiale. Karim, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux que je te répète la question? J'aimerais que tu me resitues la question, s'il te plaît. Je m'en doutais. Pourquoi manque-t-on de diversité en cybersécurité, selon toi? Pas mal de raisons. Déjà parce que quand il y a des mecs comme moi, tout de suite, il n'y a plus de diversité. Les nanas disent, bosser avec un mec comme ça va être compliqué. On va faire le tour du propriétaire, voir s'il y a des gens à peu près normaux avec qui on peut travailler. D'ailleurs, je vais vous faire une petite expérience parce que pour expliquer pourquoi on manque de diversité, il faudrait constater. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez est-ce que les hommes peuvent lever la main pour que je situe combien il y a d'hommes qui écoutent cette conférence en ce moment? C'est clairsemé, on arrive à voir. Ok. Plutôt les femmes lever les mains. Ouais. Maintenant, je suis pas très galant. En même temps. Regardez bien, on a donné la parole à une femme d'abord. Je me venge, les hommes d'abord. Est-ce que les femmes, vous pouvez lever la main pour que je fasse juste la différence et voir s'il y a des hommes qui n'ont pas osé lever la main ou s'il y en avait. Merci pour la régie. Ils sont tac au tac. Ok. Pas mal, il y a une parité quand même. Ouais, et ben moi je trouve que on a du 50-50 ici, mais on est dans un refuge de geeks. Et j'espère qu'il n'y a pas que des techos dans la pièce qui nous écoutent aujourd'hui, mais je suis plutôt... Alors déjà, on est satisfait de constater que, là, on le constate en temps réel, c'est vraiment du 50-50. Pourquoi ça manque de diversité? C'est peut-être parce qu'on ne s'est pas posé la question à l'origine et à l'éclosion de ces métiers qui sont arrivés à la vitesse de la lumière. Là, nos prédécesseurs sur le plateau, ils nous ont expliqué effectivement à juste titre que on ne fait pas de l'informatique depuis 10 ans.
et on ne va pas se référer à ARPANET, mais on peut parler entre l'analogique et le numérique de 40-50 ans d'effectivité des métiers, de la technique, et pas que, parce que la cybersécurité, c'est pas que de la technique. Et d'ailleurs, les problèmes qu'on rencontre, ils ne sont pas du tout techniques, ils sont d'ordre éducationnel, sociaux, sociétaux même. Donc, l'expliquer, c'est vraiment complexe, et ça mériterait d'approfondir ce travail avec des chiffres à la clé, dont je ne te cache pas que j'ai pas. Et on devrait lancer des études beaucoup plus poussées là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que chez nous, en France, on a 90% des gens dans la tech qui sont des hommes. Et l'écrasante majorité des gens qui travaillent dans la tech, ils sont en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est, pour ceux qui croient que la France, c'est Paris, c'est à peu près la couronne. Mais la France, c'est tellement grand, très petit, 17 fois plus petit que le Canada, mais on a une concentration autour de cette couronne de la capitale, une couronne qui fait à peu près 12 millions d'habitants. Donc c'est pour vous dire que le manque de diversité, c'est aussi des problèmes entre la capitale et ses provinces, donc pas que entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes, je ne vais pas dire les vieux, parce que je pense que je vais me faire savater en sortant de cette pièce, et j'adore les vieux. Mais la question et c'est vrai en plus, la transmission du savoir, il faut respecter nos anciens parce que ça aussi, c'est une sacrée question d'inclusion, d'inclure nos anciens parce qu'ils ont tellement à nous transmettre et eux, ils étaient là bien avant notre game à nous, donc on a besoin d'encadrant. C'est toujours bien d'être encadré par ceux qui sont passés par là avant nous. Mais pour répondre concrètement, comment on explique ce manque de diversité, c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment occupé de cette question, de se la poser clairement, de l'étudier et d'aller chercher. Donc j'ai d'autres éléments de réponse, mais je pense qu'il y a des questions après précises qui arrivent par la suite. Merci, merci beaucoup. Et Fatia, de ton côté? Alors moi, j'ai une petite idée, c'est-à-dire que tu nous avais posé tout à l'heure la question sur les rêves d'enfants, et on oublie des fois la place des parents dans cette question de choix d'orientation. Et c'est vrai que les parents, c'est les premiers prescripteurs quand même de leurs enfants. Ils vont les diriger, entre guillemets, dans le choix professionnel, soit par plus de profit, comme Karim qui voulait devenir riche, ou pour manque de... Enfin voilà, ils ne veulent pas un travail avec moins de pénibilité possible. Et surtout, ils les orientent vers des métiers qui sont connus. Avocats, médecins. Et il faut apparenter en fait le côté numérique, c'est comme une révolution. La révolution numérique, pour moi, c'est comme la révolution industrielle qui a eu lieu entre les années 60 et 70. Il va falloir qu'en fait, on s'adapte à cette évolution et à la vitesse, surtout. Donc, ça va très vite et des fois, on n'est pas prêt. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas assez de femmes, mais pas que. Hein. Je pense aussi qu'il y a un manque réel de représentativité, en toute honnêteté. On n'est que 11%, c'est très très peu. Il y en a, heureusement. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Je peux prendre par exemple l'image du forum de l'étudiant qui a lieu en France. C'est pour les orientations en école supérieure. Il y a eu une image en fait où il y avait grande école, métier d'avenir, et une autre filière, c'était santé et sociale. Donc les deux premières étaient représentées par des garçons et la filière santé sociale représentée par une jeune femme. Bon. On aurait peut-être pu aussi les inclure dans les métiers d'avenir ou les grandes écoles. On a toute notre place. Et voilà, je pense qu'il y a tout ce travail-là. Et ça, c'était une image de 2017. Donc moi, je me suis dit, bon, 2017, ça remonte quand même à 5 ans. Il y a eu des choses qui sont faites. Et c'est vrai qu'on travaille pour faire évoluer les mœurs dans ce sens. Mais ce matin, en ouvrant mon fil d'actualité sur LinkedIn, je tombe sur une offre d'emploi sur un site du ministère, je ne citerai pas lequel, qui cherche en fait des ingénieurs, des techniciens, etc. Et pareil, une image d'un homme, sans inclure, même rédactionnellement parlant, le fait que ça peut aussi attirer des jeunes femmes. Et je pense que c'est tout ce package qu'il va falloir réadapter, parce qu'on n'a pas la même sensibilité en réalité. Donc voilà. Oui, des beaux points. On a été beaucoup dans le pourquoi, mais j'ai envie de rentrer dans le comment, parce que c'est d'avoir des pistes de solutions et c'est là-dedans qu'on rentre dans le un peu plus crunchy. Et tiens, Karim, juste parce que je t'aime, je te laisse commencer avec la question. Et là, tu dis, oh, elle est en train de défaire tout le plan. Ma question est la suivante. Comment soutenir une culture qui inclut
les différents profils et compétences. Comment faire pour répondre à ce pourquoi qu'on a spoté, mais comment on fait ça maintenant? Mais ça commence, tout est lié à... C'est un sujet qu'on a traité de manière tantôt universitaire, tantôt académique. Mais je dirais que la question de l'éducation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. C'est planter la graine, ça commence à pousser, il faut y mettre un tuteur bien droit pour accompagner et laisser la nature faire le reste. Mais si on n'est pas là à l'origine pour mettre ce tuteur, pour accompagner en fait la verticalité de l'accompagnement, ça se fait à la base. Comme pour tout, là on traite du sujet de la diversité et de l'inclusion, particulièrement féminine, mais au-delà du type gender, il y a aussi les âges, il y a aussi l'appartenance à un autre métier, les reconversions. Quelqu'un qui est pâtissier, boucher, boulanger, agriculteur, électricien, c'est un passionné d'IT, il a envie de s'y mettre. Il y a aussi le regard des gars de l'IT qui dit « Attends, mec, c'est un boulanger. » Ah ouais, c'est un mec, c'est un boulanger, tu vas voir ce qu'il va faire. Je veux dire que la baguette, elle va être bonne, mais le retournement de ton serveur aussi. Donc, réfléchir à ne pas juger les gens toujours sur le papier. Et le vecteur de cet accompagnement, qui est bon pour moi l'éducation, c'est... J'ai envie de dire, mauvaise nouvelle pour vous, vous avez entre 30 et 60 ans, on ne va pas refaire votre éducation, on ne va pas vous injecter un programme ou une IA qui va modifier votre façon de réfléchir ou quoi. Par contre, celle de nos enfants, celle de ce qui se passe à l'école, comment on peut... il y a quelque chose, je vais donner un exemple personnel, qui n'a pas été traumatisant, parce que j'ai toujours été un sale gosse, j'ai toujours été nul à l'école, et j'ai toujours contourné à peu près toutes les règles, ce qui a fait de moi un hacker pas toujours white, mais en tout cas quelqu'un qui va contourner le système pour arriver à mes fins, mais toujours dans un but de vraiment de faire le bien. Quand on est un sale gosse, on a envie de montrer qu'on est gentil, mais moi aussi j'ai envie de jouer avec vous, on a envie d'être inclus, facteur d'inclusion. Ce qui est vraiment fou là-dedans, c'est la capacité de certaines personnes qui ne sont pas formées. Petite dédicace à Madame Florentin, mon ancienne conseillère d'éducation, qui m'avait dit mais ça c'est pas pour toi. On s'est rabiboché depuis le temps, maintenant c'est super cool et tout, elle m'invite des fois le week-end à manger des radis avec du beurre et tout, c'est génial. J'étais obligé de la placer celle-là, pardon. Et puis il faut qu'on rigole un peu parce que les sujets c'est ouais, cyber war, cyber criminality, détendez-vous les gars, ça va bien se passer, on va bien rigoler ensemble. Le truc c'est ne laissez pas, et ne laissez pas vos enfants, vos proches, ceux qui ont envie de réussir, se laisser poser une espèce de nappe, une chape de béton psychologique en disant ouais mais ça c'est pas pour toi, c'est trop compliqué, le code, oh, c'est chiant, tu vas en baver, etc. Tout est possible et on le voit bien. Il y a bien des gamins dans des endroits du monde qu'on connaît bien parce que nous on fréquente justement des zones un petit peu hostiles. On voit des gamins qui ont rien. Et quand je vous dis rien, le rien c'est déjà quelque chose quoi. Ils ont rien. Et quand on voit comment ils excellent sur des technos qui viennent de sortir, je peux vous garantir que le cerveau humain, il est capable de tout et dans le meilleur. Déjà, on voit le pire. En ce moment, l'actualité, je n'ai pas besoin de vous refaire les chaînes CNN et autres, mais on est capable du meilleur. Donc c'est l'éducation, c'est l'ouverture des chakras, croire en l'humain et lui donner des chances de réussir ce qu'il a envie de faire, indépendamment que tu sois un mec, une nana, non genré, non défini. Tu es un humain, tu peux y arriver. Et c'est en ça que nous, on fait un combat. C'est un combat, hein, vraiment. À nous, c'est une guerre, c'est la guerre pour la paix, et elle est quotidienne. C'est convaincre que la base, c'est l'éducation, et on va bosser pour l'éducation. Merci, c'est beau, c'est impactant. Merci. Plus fort, les applaudissements. La prochaine fois, c'est toi qui anime, ok? La prochaine fois, c'est toi qui anime. Ok. Je relève le challenge, le FIC, les organisateurs l'année prochaine. Je co-anime avec toi. Oh là là, ça va être propre. Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? Comment créer, comment supporter un petit peu tout ça? Quel est ton point de vue? Alors, je pense que l'inclusion, ça se fait sur le long terme avec des actions. Donc, par exemple, il faut insister sur ce sentiment d'appartenance. Ça permet aux individus de s'épanouir et donc ça les rend forcément plus performants dans leur rôle. Donc il faudrait créer un environnement où les personnes se sentent soutenues, valorisées et traitées avec dignité et respect. Et donc un environnement aussi où elles peuvent être elles-mêmes, évidemment. Et puis le fait de se sentir en sécurité, c'est quelque chose qui favorise l'innovation également et la création. Et c'est important dans la cyber parce que c'est un domaine où on est exposé perpétuellement à des menaces extérieures.
Donc si les équipes se sentent en sécurité, elles pourront mieux innover, mieux créer, mieux contenir les menaces également. Donc voilà. Mais heureusement, oui, comme je disais tout à l'heure, ça va de mieux en mieux, mais ouais, il faut vraiment faire cette culture où les personnes se sentent incluses et respectées, et même on pourrait aller jusqu'au safe space pour que les personnes aussi soient... Voilà, c'est ces notions-là que je trouve importantes. Créer vraiment une culture de respect et de partage. Ce que je ressens et les mots qui me viennent en tête quand tu dis ça, c'est ce sentiment d'appartenance. C'est ça. C'est ça. Il faut diffuser ce sentiment d'appartenance et de sécurité psychologique à tous les niveaux et aussi au niveau du leadership. Hein, il y a de plus en plus, on voit des formations pour les leaders, pour qu'ils incluent aussi, ils luttent un petit peu contre leurs biais et qu'ils puissent aussi avoir cette façon d'inclure aussi tous les profils. C'est des formations qui sont très intéressantes. Et donc aussi, on va créer des safe spaces pour inviter les personnes à s'exprimer. Et on va laisser la place aussi à l'erreur, parce que faire une erreur, c'est aussi une façon d'apprendre. Donc c'est important. Donc vraiment infuser cette culture d'appartenance et puis se rencontrer par nos diversités sur des valeurs qui sont communes. Parce que par exemple la justice, la protection des individus, les organisations, tout ça c'est des intérêts, c'est des objectifs d'intérêt généraux et ça concerne, comme je disais également tout à l'heure, ça concerne tout le monde. C'est quelque chose sur lequel tout le monde peut se rejoindre, donc voilà, c'est un terrain commun. Moi, je trouve ça fascinant de voir comme c'est une même question, mais on a tellement des axes de réponses différents et complémentaires. Vous êtes chanceux quand même. Fatia, qu'est-ce que tu en penses pour terminer? Déjà, je dirais que je passe toujours en dernier. Donc, je suis pas contente. Le meilleur pour la fin. T'as vu, Karim? Alors oui, pour moi, c'est très important ce qu'a dit Gabriel et Karim. Ça veut dire qu'il faut faire de l'inclusion. Il faut vraiment que ça soit... c'est un secteur d'activité qui est tellement large, mais en même temps qui est méconnu, on va dire ça comme ça. Donc il faut qu'on puisse travailler tous ensemble. Et surtout, moi, ce qui me tient à cœur particulièrement, c'est qu'il faut aussi donner la place aux gens, comme disait Karim, aux gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, et leur ouvrir la porte. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un nouveau secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ça commence à peine à s'organiser et on commence à peine à avoir un petit peu des fondamentaux. Donc, il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Moi, je suis issue de la reconversion professionnelle, donc je sais ce que c'est de pouvoir trouver sa place dans un milieu qui n'est absolument pas le mien. Je vais parler un petit peu de moi. Hein. Je suis de formation de juriste. J'ai été DRH pendant plusieurs années. Donc, et c'est mon appétence pour vraiment toutes ces nouvelles technologies qui m'a aujourd'hui permis d'accéder à ce secteur-là, mais je ne vous cache pas que ça a été très difficile. Il y a le syndrome de l'imposteur, entre guillemets, où on ne se sent pas vraiment à sa place, et c'est un secteur très masculin, on l'a dit et on le redit. Et donc du coup, il faut aussi qu'on puisse ouvrir cette porte et dire « Ok, tu viens avec ton background, et on t'accepte comme tu es. » Il ne faut pas oublier surtout que quand on accède à ces métiers-là, peu importe le sujet de reconversion dans lequel on rentre, que ce soit la cyber ou peu importe, c'est aussi les soft skills. Et quand on est dans un milieu comme celui-ci qui est très technique, on parle beaucoup de hard skills, ça veut dire qu'il faut que ça soit technique, etc. Mais aussi le soft skills, ça veut dire l'intelligence émotionnelle, comment on voit les choses, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice, et voilà, pour que ça soit vraiment, qu'on ait vraiment une vision globale. J'aime beaucoup, je vais rebondir et on va conclure. Je sais qu'on a débordé un petit peu le temps, mais on a commencé en retard. Et d'abord, c'est ma première expérience, donc je vais peut-être déborder un petit peu sans le faire exprès, mais c'est tellement fascinant, n'est-ce pas? Donc, je vais rebondir sur le syndrome de l'imposteur, et qui est ressenti par autant les femmes que les hommes d'ailleurs. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le mot expertise. J'ai beaucoup de mal à dire que j'étais une experte. Et après, je suis revenue à l'étymologie du mot. C'est quoi une expertise? C'est quand tu es dans une pièce et que tu as plus de connaissances sur un sujet que la plupart des gens. Donc c'est un peu égoïste de garder toutes ces connaissances pour soi, il faut les partager. Ma dernière question, et ça va être très très court, ça va nous permettre de conclure aussi, si vous êtes d'accord bien sûr. Pensez-vous qu'on parviendra un jour à ce que l'ensemble des acteurs de la cyber puissent enfin collaborer en toute complémentarité, en 1 minute? Fatia, je te laisse commencer. Merci beaucoup.
Je suis très touchée, merci Emeline. Alors oui, effectivement, on n'est pas en concurrence, on est des acteurs qui devons travailler main dans la main. Il faut que ce soit un travail collaboratif, il faut qu'on travaille dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ait un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est quand même de pallier à la pénurie de talents, comme on l'a dit tout à l'heure. Plus de 3,5 millions de postes à pourvoir dans le monde, c'est énorme. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire des divergences de tel ou tel, etc. Et bon, comme je suis dans l'associatif comme un petit peu Karim, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des associations, il faut qu'on puisse avoir des actions à mener. Et je pense que le travail associatif est extrêmement important dans ce domaine-là pour pouvoir donner cette impulsion et qu'on puisse faire avancer les choses plus rapidement. Mais en tout cas, oui, il y a une collaboration et on doit travailler vraiment tous main dans la main. Merci. Karim, qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu que je répète la question? Je passe mon tour. C'est parfait. Non, tu veux parler avant moi? Non, je garde le pire pour la fin, parce que il faut avoir des discours un peu malveillants. On ne parle pas assez malware dans la conversation, donc je vais lancer des trucs plus trash. Je vais laisser plutôt ma collègue continuer sur la lancée du positif. Tu me laisses le négatif pour la fin? D'accord. Moi, j'allais juste dire que la compétition, c'est quand même, c'est ça, c'est notre, la compétition est basée, pardon, je vais recommencer. Le système économique est basé sur la compétition, donc c'est peut-être un point un peu compliqué à contrer, mais par contre, si on s'applique à inclure les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient, on aura plus la liberté d'être ce qu'on est et on sera plus compétitif par la création et par la performance. Voilà. Merci d'avoir respecté ton 1 minute et tu as 45 secondes pour la peine. Il y a beaucoup trop d'ondes positives là-dedans, c'est trop axé vers le futur et tout. Moi, j'ai envie de Hackers Without Borders, guys, come on, on n'est pas ici pour faire des trucs de gentils, de bisounours. Et en plus, c'est des gens qui sont très professionnels. Et pour le coup, comme je suis un cancre et vous avez vu que j'étais le sale gosse de la récréation, je vais foutre un petit peu de bordel là-dedans. Non, plus sérieusement. Mais c'est bien parce que ça réveille aussi, il faut, tu vois, je parle fort en plus. Il te reste 20 secondes. Tu vois. Et donc voilà, j'ai terminé. 1 minute, c'est respecté, t'as vu? Non, très sérieusement. On va y arriver tous ensemble pour des raisons magnifiques. On remarque qu'en période de pénurie, on en a discuté avant cette assemblée, en période de pénurie, le fait qu'on ait besoin de tout le monde, ça fait chuter énormément de barrières. Et pour reprendre la plénière d'introduction d'hier, c'était on est condamné à bosser ensemble, on est condamné à s'entendre, on est condamné à oublier nos disputes, nos petites guéguerres débiles, souvent fratricides, parce que c'est quand même le genre humain qui se fout sur la gueule à longueur de journée. Et on le voit très bien dans la cyber, hein, il y a quand même des environnements très belliqueux et néfastes. Et nous, on est là pour prouver que tout le contraire est possible. Vous avez remarqué qu'en période de pénurie, il n'y a plus de discrimination, quoi. Tu rentres dans un bureau, tu as un Asiate, un Black, un Arabe, des Blancs, des Verts, des Oranges, des Martiens, bientôt des végétaux qui vont travailler avec nous, ce qui est quand même assez incroyable. Ça, c'est une différence qu'on arrive aujourd'hui à cultiver. Et finalement, moi, je pense qu'on est condamné à réussir. Parce qu'on s'est prouvé en abolissant finalement toutes ces frontières, hommes, femmes, jeunes, vieux, compétents, pas compétents. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire compétent, pas compétent? Est-ce qu'on a besoin des gens? Moi, je suis pour le soft skills, effectivement, parce que la cybersécurité, c'est aussi de la logique, c'est du bon sens, c'est de l'envie de faire autre chose que de la pure tech. Des techs, il y en a, des geeks, il y en a. Maintenant, est-ce qu'on a des gens qui apportent autre chose dans ce game? Et nous, on en a besoin. Nous, on a besoin d'être entourés, cadrés, canalisés. Tout ça, on en a besoin. Donc oui, on est condamné à réussir. J'en suis plus que convaincu. Avec des hauts, avec des bas, mais finalement, oui. Merci, désolé pour le petit délai, merci sincèrement d'avoir été avec nous. Merci. On reste disponible, hein. On ne disparaît pas de la surface de la Terre. Si vous avez une question à 3 h du matin et vous vouliez absolument nous la poser, on ne disparaît pas de la surface de la Terre. Merci beaucoup.